Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de l'Estive, la Scène nationale de Foix et de l'Ariège, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à nos partenaires de la Maïf et à Jean-François Duperron, enseignant-chercheur, qui est notre invité de ce soir. Nous sommes très très heureux de cette soirée partagée avec vous, autour de la question du commun. Et bien évidemment, cette maison se veut une maison commune pour toutes et tous, où les questions d'éducation et de culture, évidemment, sont au cœur de toute notre activité. Donc c'est tout naturellement qu'avec notre partenaire la Maïf, nous vous proposons ce soir de réfléchir à ces questions d'éducation, avec à la fois donc la conférence de Monsieur Duperron, et puis ensuite à 21h, le film « Apprendre », qui vient de sortir, de Claire Simon, qui nous plonge au cœur de la vie d'une classe à l'école primaire et de tout ce qui s'y passe et de toutes les questions que soulève la vie en commun dans une école aujourd'hui avec des nouvelles approches pédagogiques. Et je passe maintenant la parole à notre partenaire, la Maïf. Merci, bonsoir. Donc Landry Martinez, je suis militant à la Maïf, donc au nom des militants, des équipes des salariés de la Maïf. Nous sommes très contents que vous soyez réunis ce soir pour cette conférence. Donc nous remercions également l'Estive avec qui nous organisons cette soirée. Évidemment aussi les élèves du lycée professionnel Jean Duroux du métier de l'accueil qui ont bien voulu venir nous accompagner. Un petit mot pour vous dire pourquoi la Maïf organise ce genre d'événement. Maïf, qui est une mutuelle d'assurance et de l'économie sociale et solidaire, et qui depuis quelques années est aussi une entreprise à mission. Entreprise à mission, ça veut dire qu'elle a inscrit dans ses statuts une raison d'être et des critères très particuliers de mise en place pour pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement et la société. Donc, dans cet esprit-là et dans les valeurs qui sont les nôtres, nous souhaitons mettre en avant un partage, mettre en avant des expériences. Justement, c'est une des thématiques que va aborder M. Duperron ici, à qui je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Adichat Chatoutz. Bon, je viens des Landes, c'est pour ça. Je vous laisse le temps de vous habituer à mon accent, qui ressemble un peu à l'accent ariégeois, je crois savoir. Alors, je voudrais d'abord, d'habitude on se présente avant de parler, je ne vais pas tout à fait faire ça, je vais évidemment remercier les organisateurs et les organisatrices, non pas pour honorer ma petite personne et mon modeste travail, mais plutôt pour avoir pris en considération une préoccupation aussi importante que celle de l'école, surtout quand on la connecte aujourd'hui à de nouvelles approches de la déconstruction sociale et des constructions des sociétés qui tournent autour de la notion de commun. Mais on a le temps d'expliquer tout ça. Je voulais plutôt vous parler de cette situation-là, d'abord, quand on se retrouve sur scène comme ça. Alors, c'est pas très fréquent pour les enseignants-chercheurs de se retrouver comme ça. Quand il y a beaucoup de monde, c'est que ce sont des étudiantes et des étudiants. Ils sont là plus ou moins spontanément. En général, quand on est dans une journée d'études ou un colloque, on est plutôt à 10, 20 personnes, mais c'est un peu normal parce que ce que nous disons est destiné parfois à une minorité de collègues ou une minorité de thésards, de thésardes, par exemple. Faire une intervention plutôt grand public comme ça, pourtant, c'est ce que nous sommes censés faire si nous croyons suffisamment que nos objets de recherche peuvent intéresser la société et peuvent éventuellement contribuer au débat, et plus particulièrement au débat démocratique, pour ce qui est de notre société. Alors, cette situation, un homme, doté de quelques titres qui vous ont été rapidement énoncés, qui monopolise la parole, c'est une situation de pouvoir. C'est une situation de pouvoir, et le modeste travail que je vais faire avec vous, c'est d'essayer de travailler avec vous l'idée que l'école devrait fonctionner autrement. Elle ne devrait pas fonctionner sur ce modèle d'un pouvoir où celui qui possède une forme de vérité doit la faire descendre, physiquement en plus, faire descendre vers ceux qui sont censés ne pas savoir, qui sont censés oublier ce qu'ils savent et recevoir de manière plus ou moins
active ou passive, ce qui est dit. Alors ça, c'est une situation de pouvoir, c'est une situation scolaire au mauvais sens du mot scolaire. C'est une situation où on a commencé par vous faire taire, on commence par vous faire taire, on vous dit il y a quelqu'un qui sait, et ce quelqu'un qui sait, il va vous expliquer ce que vous devez savoir aujourd'hui de l'école des communs. Alors ce n'est pas tout à fait comme ça que l'on va fonctionner. Et la dernière chose que je voulais vous dire dans ce préambule, c'est juste pour poser la voix et puis pour vous permettre de vous habituer un petit peu à mes intonations. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que quand on parle, normalement, la personne qui nous présente, et ça a été fait ici, comme toujours, et quand je présente un collègue, je le fais aussi, la personne qui nous présente donne nos titres. Et j'ai 2 ou 3 diplômes universitaires. Bon, ça veut dire que implicitement, tout le monde n'est pas autorisé à parler. Ça veut dire que dans un colloque universitaire, l'agent de service, son point de vue n'est pas autorisé à parler. Il est ce qu'on appelle un sans-titre, ou ce que Jacques Rancière appelle un sans-part. C'est-à-dire, il y a les sachants, d'un côté, ceux qui sont autorisés à parler, et il y a ceux qui ne sont pas autorisés à parler. Et les titres sont là pour faire cette limite, ce partage du sensible, comme dit Rancière aussi, entre ceux qui peuvent prendre part au débat et ceux qui doivent assister au débat et qui auront droit à poser des questions. Je vous rassure, il y aura des questions. Alors, le travail que je fais, et que je présente de manière un peu provocatrice ici, c'est un travail qui essaye de penser une école qui ne fonctionne pas selon ces critères, qui sont les critères de l'inégalité et des titres à parler. Pour que vous le compreniez mieux, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, je ne l'ai pas mis dans la diapositive, c'est que, en fait, mon titre exact, si on peut le dire comme ça, universitaire, c'est « Je suis maître de conférence émérite ». Alors, émérite, les gens pensent que émérite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mérite. Émérite, ça veut dire vieux. On devient émérite quand on est à la retraite et qu'on doit continuer ses activités, parce que j'ai des doctorants, par exemple. Donc, le départ à la retraite, je suis parti le plus vite possible. Vous imaginez pourquoi? Il ne faut pas que je m'égare à parler de ça, d'ailleurs, de réforme des retraites. Parce que, bon, je suis parti, mais du coup, je suis devenu émérite. Émérite, ça veut dire vieux. Ça me permet de continuer mon activité, d'avoir éventuellement un bureau, un petit financement, il ne faut pas le dire trop fort, un petit financement pour me déplacer et autres. Voilà. Bon, autrement dit, ce que je vais vous proposer ici, ce n'est pas une vérité qui descend comme ça. Je ne vais pas vous dire ce qu'est l'école et ce qu'est l'école des communs. On a tous un avis très important sur l'école. Vous êtes autorisés à parler aussi bien que moi, sauf que moi, je travaille des outils. Je travaille des problématiques, j'essaye de poser des questions, c'est le travail des philosophes, j'essaye de poser des questions, j'essaye de définir les concepts pour ne pas que les mots pensent à notre place. Quand on parle d'autorité, comme si ça allait de soi que l'école doit être un lieu d'autorité, je demande quelle est la définition, comment on peut la décliner, et accessoirement, on va dire, j'essaie de construire une argumentation. Autrement dit, ce que je vous propose ici, c'est une boîte à outils pour penser peut-être une 3e école, qui serait ni l'école républicaine classique, ni les différentes variantes de l'école privée, mais qui serait l'école des communs, peut-être une transformation démocratique de l'école républicaine, si vous êtes attaché à ça. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle. Bon, alors, école des communs. Alors, je dois vous dire quand même, pour finir la présentation, que je suis un ancien instituteur. Alors, ce n'est pas moi l'assureur militant, mais je suis un ancien instituteur, donc la Maïf m'accompagne depuis très très longtemps. La Camif aussi, un temps. Bon. Ensuite, je suis passé au lycée, puis ensuite je suis passé à l'université, j'ai dirigé un site de formation ou de déformation d'enseignants, je me suis occupé du master des CPE, etc. Et puis, c'est plutôt vers la fin de carrière que je me suis dit, mais quand même, il faut se lâcher un peu, parce que ça fait plus de 30 ans que tu vas dans la rue pour l'école républicaine. Tu vas manifester, tu réclames des moyens, tu expliques aux partenaires pourquoi c'est important. Alors, le partenaire, c'est être un conseil municipal, ça peut être des parents d'élèves, ça peut être un élu local à qui il faut expliquer pourquoi l'école doit être privilégiée, ou en tout cas bien traitée.
ça fait des années que tu fais ça, peut-être que ça serait plus efficace si tu écoutais Umberto Eco. Avec cette phrase que j'aime beaucoup, qui dit que l'imagination, le caractère utopique que nous pouvons mettre dans nos réflexions, ce n'est pas uniquement une rêverie pour se faire plaisir, parce qu'en ce moment, il faut le dire, ça ne va pas très fort, au niveau de la démocratie, par exemple. Ce n'est pas uniquement une rêverie, c'est à force de faire ça qu'on finit par changer les choses. Et donc, je pense qu'il faut qu'on tienne beaucoup à cette idée-là. En tout cas, c'est comme ça que vous devez éventuellement lire le livre que j'ai écrit là-dessus, mais surtout écouter ce que j'ai à vous dire ce soir. Ça a un caractère utopique affiché et assumé. Pour ces raisons-là. Alors, entrons dans le vif du sujet maintenant. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Francis Fukuyama. Il y a quelques années, après la chute des régimes, après la chute de l'Union soviétique et des régimes, de la plupart des régimes qui s'en réclamaient, Francis Fukuyama, chercheur, on va dire, oui, américain, conseiller du président Reagan à l'époque, a écrit ce livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque, La fin de l'histoire, en nous expliquant que l'histoire était finie puisque le capitalisme, en gros, et la démocratie libérale l'avaient emporté. Donc il y avait juste 2 ou 3 détails à régler encore, évidemment, de la famine en Afrique, évidemment, l'espérance de vie de 45 ans au Mali, il y a 2 ou 3 trucs comme ça à régler, mais on va vers une situation bien meilleure. Quelle n'est? Il n'y a pas d'alternative, de toute façon. Il n'y a plus d'alternative. C'est ce que disait d'ailleurs Mme Thatcher, qui était le même courant de pensée. Il n'y a pas d'alternative, à cette vie placée sous les signes de la démocratie libérale et de l'économie de marché, va-t-on dire, pour être poli. Quelques années après, je vais quand même citer des auteurs que vous pouvez éventuellement lire pour creuser cette histoire-là. Alors Christian Laval et Pierre Dardot, Dardot c'est le philosophe, Laval c'est le sociologue, sont les représentants peut-être les plus emblématiques en France, les plus connus en tout cas dans ce champ, de la réflexion sur le néolibéralisme, notamment le néolibéralisme à l'éducation. Ce sont des gens qui sont à Nanterre. Enfin, Laval est émérite aussi, vieux. Donc, bon, expérimenté on va dire. Et donc il nous explique très très bien que je crois que ça ne peut pas être plus d'actualité qu'en ce moment, que ce qu'on appelle le néolibéralisme, en fait, est quelque chose qui défait la démocratie. La démocratie qui n'était pas parfaite, État de droit, le préambule de notre Constitution, par exemple, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce n'est pas une mince affaire, même si évidemment on peut constater les inégalités, et même si on voit que l'école contribue à la reproduction des inégalités, ça fait quand même longtemps qu'on sait ça, on a quand même cette base utopique un peu pour s'appuyer. Et très longtemps, on s'appuyait là-dessus. Et puis on constate aujourd'hui que le compromis un peu historique qui a fait que l'école républicaine était une école que nous pouvions défendre contre vents et marées, ce compromis historique est en train de se briser. Il se brise parce que nous passons par différentes phases du capitalisme, qui n'est pas uniquement un système économique, qui est un système social plus global, et nous avons une nouvelle économie du savoir, nous avons une nouvelle économie de la décision politique, nous avons une nouvelle économie des échanges entre les êtres humains, et on voit depuis quelques temps, depuis quelques semaines là en plus, on voit bien quand même que dans certains endroits du monde, on est passé à autre chose que le savoir. Nos collègues nord-américains souffrent beaucoup en ce moment. Ils perdent leur boulot, perdent leur financement, perdent leur statut, sont montrés du doigt comme étant des parias, surtout s'ils se mettent à critiquer différentes inégalités dans la société. Donc, contrairement à ce que nous avait dit Francis Fukuyama, beaucoup de succès pourtant, nous sommes plutôt dans un cauchemar qui n'en finit pas. Voilà, je suis désolé de vous dire des choses pas très rigolotes pour commencer, mais on va essayer de voir comment on peut apporter notre pierre à la résolution de ces problèmes. Nous sommes plutôt dans quelque chose qui est
très inquiétant. Et d'ailleurs, je plaisantais avec assureur militant tout à l'heure, mais peut-être que le vocabulaire que j'utilise là vous a amené à dire « Ah, mais ça, c'est quelqu'un qui est sans doute un militant ». Alors, je ne suis pas un militant politique. Par contre, je suis citoyen, père, grand-père, émérite. Émérite, ça veut dire grand-père aussi, souvent, ça veut dire ça. Et c'est à ce titre-là que cette question de l'école me soucie beaucoup. Alors, pour la penser et pour vous amener maintenant vers la problématique des communs, on va dire que tout espoir n'est pas perdu. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a fait notre deuil de certains discours politiques, certains discours sur l'école aussi, qui sont datés, qui dataient de l'époque des Trente Glorieuses, puis qui ensuite se sont continués et ont fini par produire un peu de découragement. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on va quand même dire des choses plus positives maintenant, les initiatives qui sont prises par des populations, parfois pour des raisons écologiques, parfois pour des raisons encore plus matérielles presque, liées à leur accès à l'eau, leur accès à la nourriture, aux soins pour leurs enfants, parfois pour des raisons directement politiques, parfois proches de vous, et sans doute en faites-vous partie, certains d'entre vous, de ce genre de courant, pour consommer local, pour récupérer la maîtrise d'une partie de nos vies au niveau local, pour favoriser l'économie sociale et solidaire. Donc pour le coup, je suis un militant. Pour favoriser la coopération, pour lutter contre le racisme. Tout ce que nous faisons là, eh bien, nous sommes des millions à le faire sur la planète. Et on voit se dessiner une forme particulière d'action et d'organisation qu'on va appeler les communs. Et le modeste travail que je vais faire ici consiste à réfléchir avec vous à ce que pourrait être une école des communs. Alors quand on parle des communs, je vais le définir ensuite, et puis quand j'aurai fini la définition des communs, on essaiera de voir si vous voulez déjà intervenir. Parce que moi, je peux parler très longtemps, même tout seul. Moi, je suis enseignant. Il faut se méfier des enseignants parce que quand vous leur donnez la parole, ils ne vous la rendent pas. C'est le boulot, mais c'est vrai. Bref, alors, rapporté à la notion de commun que je vais définir plus précisément. Je vais poser une première hypothèse. Vu l'état du débat, restons en France, vu l'état du débat, le débat sur les sujets de société, plus que jamais, nous avons besoin que les connaissances soient considérées comme des biens communs, des biens qui nous appartiennent, qui ne dépendent pas d'algorithmes, qui ne doivent pas dépendre de la politique commerciale de M. Musk ou de M. Zuckerberg ou je ne sais trop qui, là. Qui ne doivent même pas dépendre de décisions de ministères qui décident du jour au lendemain, par exemple, de censurer un livre. Peut-être ont-ils raison, mais je ne veux pas que ça dépende d'eux. La connaissance, c'est un bien commun, c'est ce dont nous avons peut-être le plus besoin aujourd'hui pour résister à ce qui nous arrive. Mais la connaissance, encore faut-il la construire avec un certain type d'école, un certain type d'éducation, un certain type de pédagogie. Voilà, c'est le premier élément, première hypothèse que je pose. Alors, la citation, là, je ne sais pas si vous la connaissiez, Giuliani, qui est l'ancien maire de New York, qui était un des avocats de Donald Trump. Évidemment, c'est le nouveau point Godwin, Trump. Avant, il y avait Hitler, maintenant, c'est Trump. Bon. Giuliani a dit ça au cours d'un des procès en 2018. La vérité n'est pas la vérité. Mais on est en plein dedans, dans le phénomène de post-vérité. À quoi ça sert ? Je m'adresse aux enseignants et aux autres, mais à quoi ça sert le travail qu'on a fait, pour moi, que vous faites ? Le travail, vous savez, d'éveil de pensée critique, instruire, permettre d'apprendre à se documenter, savoir lire un texte, savoir critiquer une source, savoir chercher de manière rationnelle et objective, savoir coopérer. À quoi ça sert aujourd'hui,
alors que ces gens-là sont dotés du pouvoir de dire que la vérité n'est pas la vérité. Et que si vous avez 1000 personnes sur une place, vous pouvez dire qu'il y en a 10 000. Et vous êtes persuadé que vous avez raison. Ouais, rapportez-vous à la polémique sur Trump, sa première investiture. Il n'y a jamais eu autant de monde. Mais non, c'est pas, voilà, les gens ne sont pas venus en nombre. Et il y a un site aux États-Unis qui répertorie les mensonges de Donald Trump, par exemple. C'est facile de taper sur Donald Trump, comme si les autres ne mentaient pas. En France, on en a toujours aussi, hein, mais bon. Bref. Eh bien, ce site est débordé, parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a un mensonge par phrase, quasiment. Bon, la connaissance est un bien commun. L'autre élément important, tout le monde parle de démocratie, hein, il faut sauver la démocratie. Alors il paraît que certains même voulaient sauver la démocratie des juges. Bon, passons sur ce détail. Mais la démocratie, ce n'est pas uniquement ce qu'on appelle un pouvoir institué. C'est important que nous ayons un pouvoir institué avec un parlement, qu'il y ait une constitution. Pour nous, je répète, le préambule de notre Constitution, c'est quand même difficile de faire mieux. On pourrait renommer droit de l'homme, droit de l'humain, parce que, bon, en termes de reconnaissance des femmes, c'est pas terrible la formulation, mais quand même, c'est pas rien. Mais c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement la séparation des pouvoirs, etc. La démocratie, selon une autre école de pensée, c'est une façon de vivre. Et c'est ce qu'on appelle un pouvoir instituant aussi, la démocratie. La démocratie, c'est pas uniquement voter tous les 5 ans. Et après, ne plus voter. Ne plus voter pour les mêmes causes. Faire qu'on a choisi des gens qui peuvent venir sur scène, comme ça, on les présente. Voici Madame Machin, qui a été 3 fois ministre de 3 sujets très différents, qu'elle connaît tous très bien, sans doute. Voilà, c'est pas ça. La démocratie, c'est une forme de vie, c'est une façon de vivre notre vie commune, pas notre vie privée, et que j'essaye de définir comme ça. Dans notre vie commune, il n'y a pas de domination. Il ne doit pas y en avoir dans la vie privée non plus, mais c'est plus compliqué. Puis on ne va pas se permettre d'aller tout le temps investiguer les vies privées. Dans notre vie commune, notre vie publique, si on veut le dire comme ça, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de ségrégation. Rien que remplir ce programme, c'est abyssal et c'est utopique. Nous devons tendre vers ça. Être un homme, c'est un avantage que je n'ai pas demandé, que je peux comprendre, moi. Mais c'est un avantage, encore, dans notre société, d'être un homme. Moins que dans d'autres sociétés. Mais c'est encore un avantage. Être blanc, c'est un avantage. Qu'il y a une forme de domination. Être d'un milieu social favorisé, ça donne un avantage, notamment à l'école. Voilà. Alors, si on aime la démocratie de manière non platonique, alors c'est ça notre cible. Et le monde des communs, c'est un monde, non pas sans domination, mais qui tente d'expurger, de s'expurger ou d'extirper la domination de la vie commune. Voilà. Autrement dit, c'est un monde où chacun est traité de la même façon, sauf, évidemment, les distinctions liées à des besoins particuliers. Voilà. Et le troisième élément, je vais répéter ça de toute façon, la pédagogie, c'est la répétition. Le troisième élément, ça doit vous toucher sur l'école, mais je vais dire des choses beaucoup plus horribles sur l'école en plus, après. Hein, je suis en train juste de m'échauffer là. Le troisième élément, c'est que contrairement à l'anthropologie qu'on nous présente, l'anthropologie, c'est au sens philosophique, la conception de l'humain. La conception de l'humain qui est à l'arrière-plan du monde capitaliste, parce que moi je n'ai pas peur de prononcer ce mot, c'est l'être égoïste qui doit faire sa vie parce que la compétition, c'est le moteur de la vie. C'est la loi de la jungle. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de textes, je pourrais vous conseiller la lecture, qui expliquent que si l'humanité avait fonctionné comme ça, elle aurait déjà disparu. Une humanité qui fonctionne par la guerre de tous contre tous ne peut pas survivre. Nous n'avons survécu parce qu'il y a une autre loi de la jungle qui est celle de la coopération. Et ce qu'il faut espérer, surtout dans ces temps où on emploie le mot guerre
2 minutes, c'est que la coopération soit toujours meilleure de ce point de vue-là, pour éviter les antagonismes, éviter les prédations, la torture, l'agression, la guerre des droits de douane. Voilà. Alors, le troisième élément important dans les communs, c'est que les sociétés humaines, dans leur cœur, fonctionnent sur une base anthropologique qui est la coopération, qu'il faut définir, bien sûr, qu'il faut réguler, qui n'est pas totale, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être tout le temps en train de coopérer, hein, mais c'est une loi très importante. Je vous ai mis cette citation de Louis Morin, quand même. Alors Louis Morin, c'est pas n'importe qui, c'est le directeur de l'Observatoire des inégalités. C'est pas, pour le coup, lui, c'est pas un militant, enfin, si c'est un militant de l'égalité, si on veut, mais c'est pas un militant politique, syndical ou autre, encore qu'il faudrait faire la différence entre les deux. C'est quelqu'un qui, il compulse des tableaux, il compulse des données, il regarde ce qui se passe, et il nous dit très bien que l'école française, elle fonctionne sur un registre principal qui est le registre de la compétition, qui est intégré par chacun d'entre nous. Il faut faire mieux que les autres, parce qu'on ne va pas tous gagner. Il faut faire mieux que les autres. Et le savoir dont je voulais faire un bien commun, naïvement tout à l'heure, le savoir, c'est l'objet dont je dois m'assurer juste pour un temps la possession, mais pas pour le savoir, pas pour être maître citoyen, je ne sais trop quoi, parce qu'avec le savoir, j'ai un classement dans la société, je rentre dans la hiérarchie. C'est une dénaturation très importante, je pense, de l'acte pédagogique, cette histoire-là. Donc l'école des communs, que j'essaie de penser, c'est une école de la coopération, et on y reviendra parce que ça va vous choquer beaucoup plus, c'est une école sans notation. Mais ça, je l'expliquerai après, en espérant ne pas être trop long. Bon, on va reprendre ça. Alors, courage, on est au tiers des diapos. Non, mais il faut encourager les gens parce que, voilà, c'est toujours... Bon, alors, en fonction de ça, alors, qu'est-ce qu'on appelle les communs? Alors, bon, Laval a fait un bouquin là-dessus aussi, Christian Laval. Lui, il a mis une majuscule, il a mis au singulier, ce qui est respectable, hein, c'est pas mon... Mais j'ai utilisé le pluriel, moi, parce que le pluriel, je trouve, permet de mieux rendre compte des initiatives qui sont prises un peu partout dans le monde. La gestion municipale de l'eau à Naples, le budget de Porto Alegre à l'époque, l'école zapatiste au Chiapas, les coopératives de production et de distribution, etc., etc. Tout ça, ce sont des communs, mais ils sont différents. Ce modèle, je l'emprunte à Massimo De Angelis, qui est, comme son nom l'indique, anglais, mais originaire d'Italie, et qui est un des penseurs des communs, bon, que j'utilise parmi tant d'autres. Et donc, vous voyez, il nous dit 3 choses. Alors, j'ai utilisé 3 mots anglais parce que c'est la partie comique de cette conférence, quand je vais me mettre à parler anglais, en fait. Mais je fais un peu mieux que François Hollande, quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait couper, là? Non, non. Bon. Alors, les communs, c'est 3 choses qui se déclinent différemment. D'abord, c'est un commonwealth, c'est-à-dire un ensemble de biens ou de services, d'ailleurs, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privée et dont la jouissance n'est pas liée à un statut social. L'eau, la santé, l'éducation, l'alimentation, etc. On peut penser que toutes ces choses-là relèvent du Commonwealth. Il y a donc un périmètre commun de ressources. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Si vous voulez tapisser avec de l'or chez vous, faites-le. Mais en faisant cela, vous ne pouvez pas priver la communauté de ce dont elle a besoin pour nourrir, vacciner ses enfants, les éduquer, etc., etc. Donc on est dans les communs quand on est dans un Commonwealth. Méfions-nous de cette conception quand même si on la détache du reste, parce que ça veut dire que les États ou les organismes internationaux pourraient gérer pour nous,
parce que nous ne savons pas le faire, pourrait gérer pour nous les océans, nos territoires, la montagne, l'ours, les moutons. Bon. Alors que dans le modèle des communs, ce modèle est inséparable des deux autres. Alors les deux autres. Le deuxième, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure avec l'absence de domination. Nous sommes des commoners. Je ne suis pas issu d'une communauté ou ceci ou cela, ça n'existe pas. Nous sommes à égalité. Nous sommes différents. Mais ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous sommes à égalité. Je ne suis pas différent de toi, je ne suis pas différent de vous. Marie, je ne suis pas différent de toi. Je suis différent comme toi. C'est ça l'idée de commoners. Alors le commoner en anglais, c'est l'homme du commun, à la différence du noble. Vous voyez, Lord machin là. Le commoner, c'est vous et moi, quoi. Et quand on parle de nos affaires, il n'y a pas Lord machin, et puis l'autre qui va se taire dans son coin parce qu'il n'a pas voix au chapitre, parce qu'il a un sans-titre. Commoner, tout le monde doit parler. C'est très exigeant ça, hein, parce que ça veut dire que moi je vis dans la forêt. Ça se voit. Bon. Je vis dans la forêt des Landes. Mes poumons sont remplis de pollen. Bref, il y a différentes questions pour nous qui sont des questions polémiques. Par exemple, la chasse. Il y a les chasseurs et les non-chasseurs. On dit les écolos, c'est plus compliqué que ça quand même, parce que les chasseurs aussi, et puis bon, bref. Et puis il y a la question de l'eau. Parce qu'il y a une très très forte dépense en eau pour la maïsculture. Le maïs, je ne vous l'apprends peut-être pas, le maïs est une plante qui est très gourmande en eau. Cultivée sur des hectares et des hectares chez nous, où la terre n'était pas chère et où elle est particulièrement adaptée à des sols de ce style-là. Ce sont des discussions compliquées à avoir. On les a dans un cadre associatif. L'année dernière, par exemple, on avait fait, c'était l'association citoyenne, on avait fait venir les syndicats paysans pour les journées mondiales de l'eau. Alors, bon, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez le paysage syndical paysan, il y avait le MODEF, la Confédération paysanne, et puis la FNSEA. Les discours sont différents, mais le principe des communs, c'est que nous sommes une population à égalité et que tous les intérêts mérite d'être dit, défendu et expliqué. Et que celui qui nous explique qu'une bassine d'eau, par exemple, même modeste, c'est extrêmement important pour lui parce qu'emprunt, parce que ceci, parce que cela, ce discours mérite d'être entendu. C'est ça l'esprit général des commoners, c'est-à-dire que nous sommes une population définie par un territoire, non pas définie par le communautarisme religieux, l'entre-soi social ou l'entre-soi politique ou je ne sais trop quoi. Nous sommes ensemble. Et là où ça fonctionne les communs, la discussion est universelle. Et ça ne peut marcher que comme ça. Et dès qu'on arrive à avoir ce genre de choses, eh bien on comprend très bien que celui qui veut se promener tranquillement dans la forêt, ça risque un coup de fusil. Une fois qu'il a discuté avec les chasseurs et tout, les choses sont de meilleure qualité. Des décisions communes peuvent être prises, etc. Nous sommes à égalité. Il n'y a pas, il n'y a pas ceux qui l'emportent et ceux qui perdent. C'est ça que le principe majoritaire dans la démocratie nous a fait perdre de vue. Si je suis majoritaire, j'impose mon truc. Oui, alors les majorités, il faudrait voir d'ailleurs. Il faudrait voir ce que ça veut dire majoritaire entre le jour du vote, les abstentions, les ceci, les cela, les votes négatifs, il ne faut pas avoir machin, on vote pour un tel, mais on n'est pas d'accord avec lui en fait. Le vote qui fait barrage, tout ça. Bon, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Dans une société des communs, nous sommes à égalité et nous essayons de penser ensemble les choses. Les choses communes, hein, je précise, évidemment. Le troisième élément, le Commonwealth. Alors, le Commonwealth, pardon, je me suis trompé dans ma diapositive parce que ça a bougé, voilà. Le troisième élément, c'est le commoning. Le commoning, c'est la méthode
démocratique peut-être par excellence, c'est la méthode de la coopération, de la mise en commun, de la réflexion et de l'action. C'est ce qu'on connaît à l'école sous l'expression coopération à l'école, par exemple. On coopère, on s'entraide, on ne se lâche pas la main. J'aime bien cette expression des féministes brésiliennes. Personne ne se lâche la main, on ne se lâche pas la main. On ne se lâche pas la main pour essayer d'avoir une meilleure note que les autres. On ne se lâche pas la main, on cède. Alors, il y a un philosophe dont je vais parler plus bas, parce que je parle peu de philosophes, ce qui doit vous surprendre peut-être. Un philosophe américain qui s'appelle John Dewey. Son nom sera écrit tout à l'heure dans une diapositive. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à l'école de la démocratie. Moi, je m'en suis beaucoup servi de John Dewey. Et dit la chose suivante, le plus important pour la démocratie, c'est que les citoyens apprennent à vivre ensemble et à coopérer, et c'est ça que l'école punit. Il parlait de l'école américaine, mais bon. L'école nous interdit de coopérer. Pourquoi? Parce que nous sommes notés individuellement. C'est terrible que quand des élèves s'entraident, quand celui qui a bien compris tente d'expliquer à l'autre, ce soit jugé comme une manœuvre délictueuse, dit-il. Et après, on parle de démocratie. Donc, le cœur de l'affaire, c'est le commoning. Voilà, alors, ces trois axes sont évidemment déroulés de manière différente. Je ne sais pas si je dois les reprendre rapidement avant de vous donner la parole, si quand même avec trois exemples peut-être. Alors, le Commonwealth, bon, ça c'est une lecture que je pourrais vous recommander. Silvia Federici, c'est une féministe italienne. Silvia Federici, qui parle bien de cet accès égalitaire aux moyens de... Ce qu'elle appelle les moyens de production et reproduction, c'est production et reproduction de la vie. C'est une distinction de marxiste, mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Ce qui caractérise des sociétés non démocratiques, évidemment, c'est ce qu'on voit à droite, hein, c'est ceux qui ont trop, alors que certains n'ont pas assez. Je vais vous le dire de manière beaucoup plus violente avec Ziegler, quand il s'occupait à l'ONU, il s'occupait des questions d'alimentation. Et c'était il y a une trentaine d'années. À l'époque, on estimait que 40 000 enfants, à peu près, tous les jours, mouraient de faim dans le monde. Alors évidemment, on peut faire des actions, hein, sur le modèle du Téléthon pour ça. Mais Ziegler disait, mais si on y réfléchit, ils ne meurent pas de faim, ils meurent assassinés. Parce qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour les nourrir, pour les sauver. Ce n'est pas très difficile. Quand il y a une catastrophe, d'ailleurs, on est capable de faire tout de suite le transport de choses en urgence. S'il y a une intervention militaire à faire, ça va assez vite en général. On a toute la logistique pour ça. On a, à l'époque, c'est l'époque où il y avait, soi-disant, les frigos pleins de l'Europe, si vous vous souvenez de ce truc-là. La nourriture, on l'a. L'argent, on l'a. Mais il meurt. Il meurt parce que le système, disait-il, alors le système mondial, j'aime pas trop cette expression, ça fait un peu complotiste, le système mondial, mais bon, le système mondial n'est pas organisé pour l'humanité, elle est organisée pour quelques-uns, elle n'est pas organisée pour nous tous. Ce système n'est pas organisé pour nous tous. Donc, au cœur du Commonwealth, il y a bien ce partage égalitaire des... Tiens, ne veut plus lui marcher, hein. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai travaillé aussi avec cette deuxième axe. Alors les commoners, ça c'est intéressant parce que les communs, en fait, il y en a beaucoup. Je vous parlais d'un de mes doctorants. Je vais surveiller l'heure aussi parce que je me méfie de moi. Oui, d'accord. Il faudrait s'affoler un peu. Un de mes doctorants qui était infiltré, on va dire, dans un très très grand lycée d'enseignement privé, pour regarder un peu comment ça fonctionnait. Un lycée d'élite avec des gamins, pas comme moi, issus de la classe ouvrière, des gens qui ne savaient pas lire, mais il est allé voir un peu comment ça fonctionnait. Après, on discute avec les doctorants, il me dit, mais ce que tu décris là, ça existe dans l'entre-soi des privilégiés. Ils coopèrent entre eux. Ils se défendent. Ils partagent assez égalitairement les choses. Ils ont un esprit commun aussi.
Ils ont un esprit commun. Mais c'est un esprit exclusif. On ne peut pas y rentrer si on n'est pas de leur bande. Donc il ne faut pas, voyez, il faut pas confondre l'idée de commun et l'idée du communautarisme. Souvent c'est ça, et je discute parfois avec des collègues qui tentent de faire école à part, pensent qu'on peut faire école à part. Moi je dis, croire à l'école des communs, c'est croire que l'école est ce qui va nous rassembler, pas ce qui va nous diviser. Évidemment, on peut faire mieux. Je ne veux pas dire du mal d'une pédagogie en particulier. Je donne juste un exemple là, tout à fait emblématique. On peut aller dans une école Montessori. Parce qu'on veut protéger son enfant de telle ou telle méthode un peu brutale. Pourquoi pas il faudrait voir quand même si on ne veut pas surtout le protéger d'autres enfants aussi, enfin, du mélange social. Mais bon, mais peut-être que c'est un bon choix en plus. C'est un bon choix, mais c'est une école à part. École à part, société à part. Voilà, je suis désolé d'être un peu provocateur avec ça, mais bon, le boulot de chercheur, c'est quand même d'appuyer sur certains éléments qui ne sont pas très très bien calés, me semble-t-il. Voilà, alors, inversement, le bouquin que j'ai écrit sur l'école des communs, je me suis donné une règle, c'est de citer autant de femmes que d'hommes. Rien que de faire ça, ça modifie le discours. On le citait toujours les mêmes, alors Platon, Aristote, Spinoza et compagnie. Il y a des milliers d'auteurs africaines, sud-américaines, nord-américaines et autres. Et encore, par ignorance, je n'ai pas pu aller aussi loin que j'aurais voulu. Et entre autres, il y a cette collègue que vous connaissez peut-être, parce qu'elle vient de sortir un bouquin, en plus, qui est une féministe du Nigeria, nigériane donc, qui explique à sa fille, c'est très très simple, hein. Le féminisme c'est très simple, je compte autant. C'est tout. That's all, il a écrit. Je compte autant. C'est pas la peine de se rentrer dans je ne sais trop quoi, le patriarcat et tout. C'est important d'analyse critique, mais le féminisme c'est simple, hein. Je compte autant. Point. Donc une société des communs, elle fonctionne sur cette base-là, et non pas sur une base d'exclusion sociale. Le commoning, bon, je pense que vous avez compris. J'ai terminé cette présentation des communs. Alors avant de parler d'école, tout est clair? Je continue? Ouais? Ça me gêne un peu, mais bon. Oui, vous êtes là, oui, ça va. Bon. Alors, commoning. Alors l'école, que devient la question de l'éducation une fois qu'on a posé ce modèle? Alors, je dois dire que je n'ai pas inventé grand-chose, là, enfin, à part la synthèse que j'ai essayé d'en faire. Des expériences comme ça, d'éducation des communs, il y en a. Chaque fois qu'une population fait les choses de manière coopérative, égalitaire et en partageant les ressources vitales, eh bien, on a nécessairement derrière une éducation commune, qui est une éducation des communs. Une éducation publique est une éducation des communs. Le spécialiste français de l'école zapatiste, par exemple, c'est Bruno Baronnet, qui a fait sa thèse là-bas. Bruno, il s'est marié là-bas d'ailleurs, et il essaie de voir les défauts, les difficultés, mais aussi les avantages de l'éducation zapatiste. Le mouvement des Sans-Terre au Brésil gère 2000 écoles aussi. Ils ne font pas école comme les autres. Voilà, donc je me suis inspiré de ça pour répondre à cette question qui me paraît importante. Et là, vous l'avez en photo. À gauche, bien sûr, hein, je veux dire, la petite fille qui va représenter... Bon, alors, la question de l'éducation, on la pose parfois avec cette interrogation. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Alors, je pense que là, bon, il ne faut pas trop qu'on se la pose cette semaine, cette question-là. En fait, Mérieux nous dit, mais l'autre question pertinente, c'est quels enfants allons-nous laisser au monde aussi? Et peut-être même, qu'est-ce que le monde a fait de nos enfants? Est-ce qu'il n'en a pas fait des petits consommateurs, des êtres rétifs aux obligations sociales, en difficulté avec la reconnaissance de l'autre? Est-ce que la pression sociale, ça n'est pas un peu ça? Voilà, donc l'éducation des communs, c'est une éducation qui tente d'inverser ce processus et qui pose cette question, hein, quels enfants allons-nous laisser au monde? Alors là, ça va devenir un peu didactique, mais on n'est plus très loin de la conclusion de cette histoire-là.
Alors, il y a beaucoup de choses, donc je ne voudrais pas tous les présenter. Peut-être dans la discussion, on y reviendra. Bon, l'éducation au buen vivir, alors c'est là qu'on s'internationalise un petit peu. Le buen vivir, c'est une notion extrêmement importante en Amérique du Sud, mais c'est une traduction espagnole approximative de concepts précolombiens, évidemment beaucoup plus anciens donc, qui indiquent que le but de l'existence humaine, c'est de bien vivre. Il n'y a pas d'autre but, ce n'est pas dominer, ce n'est pas devenir l'égal des dieux, ce n'est pas posséder la nature, je ne sais trop quoi. L'existence humaine, elle a un but très simple, c'est bien vivre. Il me semble que rapporter ce principe à l'éducation des communs nous donne une piste intéressante. L'autre élément, une éducation polycritique, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que ce dont nous manquons beaucoup aujourd'hui, c'est de lucidité, de discernement, de notre capacité à nous y retrouver dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau écologique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on arrête les autocrates? Pourquoi il y a tant de racisme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on manque d'outils critiques. Au lieu d'apprendre des choses par cœur pour ensuite être notées puis les oublier, il faut traiter des problèmes. Il y a une méthode pour ça, c'est la méthode de l'enquête sociale. Évidemment qu'il faut apprendre à lire, et autres. Mais le cœur de l'école, l'activité épistémique de l'école, et donc de l'éducation des communs, c'est une activité qui permet de juger. L'éducation critique, c'est ça, hein, Krinein, c'est juger. Porter un jugement sur les faits, qui nous permet de mieux nous en sortir. Bon, une éducation clinique équilibrée, en mode mineur, c'est-à-dire qu'on ne vise pas un type d'humain spécifique, comme en mode majeur, qui dirait « je vais faire de toi un bon bouddhiste, je vais faire de toi un bon socialiste, je vais faire socialiste au sens de l'Union soviétique, hein, je vais faire de toi un bon musulman, un bon ceci, un bon cela ». Non, une éducation en mode mineur, hein, qui pense plutôt une dynamique d'émancipation. Éducation-médiation, je vais beaucoup trop vite là, mais c'est parce que je suis obligé d'accélérer un peu. Nos programmes scolaires sont construits comme souvent... Bon, évidemment, il y a des verbes, les compétences, il y a des verbes et tout, mais ce que nous étudions sont des objets. Le cœur, sans doute, de nos problèmes aujourd'hui se trouve au niveau des mauvaises relations que nous entretenons avec la nature, avec les autres, avec ceux qui sont différents, et c'est pour ça qu'ils sont comme moi, mais ça on l'a oublié, avec nous-mêmes, avec notre existence même. Donc une éducation des communs, ce que j'ai constaté beaucoup dans ce qui se construit, c'est une éducation-médiation qui s'intéresse aux objets uniquement pour permettre d'améliorer les relations. Et par exemple, étudier la nature, comme on l'a fait pendant très longtemps dans nos programmes, la biologie, etc. Aujourd'hui, ça doit quand même être recyclé, c'est le cas de le dire, dans une éducation à une meilleure relation à ce qui est notre biotope, quand même, et qui est abîmé par différentes raisons que vous connaissez bien, et entre autres par la prédation capitaliste. Bon, l'éducation populaire, ça c'est important aussi. Pour aller vite, là, le pédagogue brésilien Paulo Freire le dit beaucoup mieux que moi. C'est une phrase que les féministes reprennent aussi à leur compte. Ne me libère pas, je m'en charge. C'est ça l'éducation populaire, c'est pas au sens où on va éduquer le peuple, c'est au sens où le peuple s'éduque. J'ai beaucoup travaillé auparavant, quand il y a eu le 150e anniversaire de la Commune de Paris, donc en 2021, bon, on s'est tapé le Covid, mais bon, là-dessus aussi, mais on a quand même fait des choses, et j'ai beaucoup travaillé sur l'école de la Commune de Paris, et c'est une école qui est administrée directement par la population, par les associations, par les chambres syndicales, par les groupements républicains, etc. Je crois que ce n'est pas un hasard si la population n'a pas beaucoup voix au chapitre dans l'éducation, notamment l'éducation scolaire. C'est parce que cette éducation scolaire a pour vocation de nous gouverner. Alors elle est mixte, évidemment, parce qu'à l'intérieur, il
y a des luttes, notamment des luttes pédagogiques, syndicales et autres, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'école française, c'est quand même beaucoup... L'école républicaine française, c'est complexe, c'est un hybride, hein. Mais quand même, elle est peu prise en charge par les populations. Alors, l'école des communs à laquelle j'ai essayé de réfléchir, c'est une école qui est beaucoup plus ouverte aux initiatives des populations, qui joue un rôle moteur même dans l'information, dans l'auto-éducation des populations, et qui n'est pas uniquement vouée à accueillir les enfants pour les discriminer, pour le dire comme ça. Éducation intégrale aussi, c'est une création du 19e siècle, ça, pour ce qui est de l'Europe. C'est Fourier, compagnie, c'est le mouvement ouvrier. L'éducation doit être intégrale. On a tous le droit à la même éducation. On prend ou on ne prend pas, hein, mais on a tous le droit à la même éducation. Et tout ce qu'on peut apprendre pour vivre est aussi digne d'intérêt. Les activités manuelles, les activités artistiques, le théâtre, le bricolage, le jardinage, la connaissance du passé un peu oublié de notre société, nos traditions, ça les Indiens, les autochtones, c'est quand même plus correct, au Chiapas sont très attentifs à ça. L'ethnobotanique, nos légendes, nos noms de lieux, nos noms à nous, tout ça c'est important. Les savoir-faire, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé là-dedans. Ça ne veut pas dire que parce que je suis un fils de paysan, je n'aurai droit qu'à un savoir de paysan. Ça veut dire qu'à partir de ça, qu'il faut respecter, je vais aller vers l'agroécologie, je vais aller vers l'agroforesterie, je vais aller vers la compréhension des mécanismes qui font qu'on se tue au travail ici, avec à peine de quoi manger. Voilà, c'est ça l'éducation intégrale aussi. Elle réhabilite beaucoup des choses qui ont été un peu méprisées dans le cadre scolaire. Et on est presque au bout. Bon, les écoles des communs, on a commencé en retard, bon, mais ça va, oui, je suis à peu près dans les temps quand même. On a commencé à 20, je crois. Alors, l'école des communs, bon, elle va faire 3 choses. Alors ça, c'est des évidences, mais que, bon, vous allez voir pourquoi on les a oubliées. Leur fonction éducative, c'est de nous préparer nos enfants à la vie commune, tout en les individuant. Alors, l'individuation, ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas tout à fait la même chose, je n'ai pas trop le temps de dire que j'existe, mais j'existe comme singularité, mais pas en opposition aux autres. J'existe avec les autres. De la même manière que dans un groupe musical, par exemple, ou dans une troupe de théâtre, j'existe avec ma singularité, ma manière de jouer, mes avantages, mes qualités et puis les choses que je dois encore améliorer. J'existe comme ça, je me construis comme ça, je fais mes propositions, j'existe comme personne, je suis individué, mais j'existe aussi pour une tâche commune, parce que c'est cette tâche commune qui me permet d'exister, d'ailleurs. Voilà, alors que là, nous, on a plutôt un modèle très individualiste d'entrée. Fonction épistémique, on en a pensé, plus que jamais, on a besoin de comprendre. Et plus que jamais, on aurait besoin de ne pas faire du savoir un motif de discrimination entre les jeunes, quoi. Et 3e élément, ça c'est John Dewey, si nous voulons être le peuple, le démos qui est dans la démocratie, parce que les communs, c'est une autre manière de dire démocratie. Si nous voulons être ce peuple, il faut que nous en soyons capables aussi. Il ne faut pas que nous soyons trop facilement trompés ou que nous nous égarions à dire que ce sont les autres toujours qui nous veulent du mal, qu'on vient nous envahir, qu'on va nous remplacer. On va nous remplacer, mais on est irremplaçable. C'est quoi ces conneries, on va nous remplacer? Nous sommes irremplaçables. Voilà, donc permettre au public de se constituer, donc l'école, elle a une fonction politique. John Dewey, je saute, c'est lui John Dewey, mais j'aime pas trop la moustache, alors je saute, parce que ça... C'est l'avant-dernière diapo. J'ai beaucoup mené la réflexion pédagogique aussi, alors je voulais vous lâcher quand même le truc le plus provocateur, parce que ça on peut en parler longuement, mais avec les enseignants, la pédagogie, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus.
je veux juste m'attarder sur la notion de dépollution du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire dépolluer le savoir? Est-ce qu'il serait pollué? Alors j'ai déjà indiqué tout à l'heure, mais je vais le dire de manière plus brutale maintenant, et au risque que ça vous énerve et que du coup on ait une discussion intéressante après. Alors, il arrive, moi je suis un ancien enseignant aussi, donc il m'est arrivé quand même de faire grève de temps en temps. Hein. Ça m'est arrivé. Parfois non, mais enfin en général oui. Plus souvent qu'à mon tour. Alors, la grève, c'est constitutionnel en France, hein, ce n'est pas le cas partout, ça n'a pas toujours été le cas non plus, c'est une prise de risque, mais le calcul collectif d'un travailleur, d'un groupe de travailleurs, c'est qu'en arrêtant le service ou en arrêtant la production, la gêne qu'on occasionne permet de négocier dans de meilleures conditions et d'obtenir des avantages, ou d'obtenir que des mauvaises mesures soient annulées. C'est pour ça qu'on arrête le travail. Si vous êtes éboueur, vous arrêtez de ramasser les poubelles, ça occasionne une gêne formidable de la grogne, etc. Et après, vous pouvez aller négocier peut-être de manière plus équilibrée. Voilà comment ça fonctionne. À tort ou à raison, voilà comment ça fonctionne. Celui qui produit du charbon, il arrête de produire du charbon, on a remonté, et ça doit gêner son patron. Alors la question, c'est que produisent les enseignants? Qu'est-ce qu'ils doivent arrêter pour gêner leur employeur? Alors, on va être un peu naïf, on va dire, je suis enseignant, écoutez, ça fait des années que pour la société, je produis de l'esprit critique, je produis du savoir, je produis de l'éducation, de la socialisation, je produis des futurs citoyens. Oui, mais non. Parce que ça, si tu arrêtes de le produire, ça ne gêne personne, tu veux. Au contraire, c'est bien, continue à faire grève, c'est pas bon pour l'opinion, ça désorganise un peu la vie sociale, parce qu'il faut faire garder les enfants, tout. Quand les enseignants sont dans la rue, en plus, c'est pas terrible, mais c'est pas gênant, hein, vous pouvez rester, ça va pas nous gêner. Ce qui nous gênerait, c'est que vous ne fassiez pas la sélection. Pas d'examen, pas de notes, pas de bulletin, pas de classement, pas d'orientation, pas de concours. C'est ça qui est inacceptable pour l'institution. C'est ça que les enseignants nous produisons. Ce que nous produisons, c'est la discrimination. Mais contre notre gré en général, parce que en général, l'enseignant, il croit à ce qu'il fait, et puis ce qui a été dit tout à l'heure n'est pas faux, l'esprit critique, l'instruction, sinon on se demande pourquoi j'ai travaillé le concept d'école. C'est tellement important l'école. Mais si on veut que ça fonctionne sur le mode des communs, il faut dépolluer le savoir de ça. À mon avis, je sais que c'est très brutal comme proposition, à mon avis, tout ce qui relève de la certification ensuite, du classement, de la sélection, ne relève pas de l'école. C'est professionnel, c'est administratif, dans certains cas, selon le type d'emploi, ça ne relève pas de l'école. À l'école, tout le monde réussit, parce qu'on apprend tous, et on apprend ensemble, on apprend toujours quelque chose. Et peut-être d'ailleurs que les enseignants, c'est ce que disait Francisco Ferrer, pédagogue catalan, peut-être que les enseignants aussi seraient libérés de cette charge. Parce que quand j'ai vu tout à l'heure là combien vous étiez, je me suis dit, mais si c'était des étudiants, en tant qu'enseignant, je sais ce que j'aurais pensé, j'aurais dit, mais ils sont nombreux, c'est quoi, des L1 ? Mais combien de copies je vais avoir ? Oh là là, combien de copies je vais avoir ? Alors, écrivez court, hein. Marie, des petites copies, il faut une pensée synthétique, c'est important la pensée synthétique, parce que les tartines, voilà. Ça nous libère du programme, ça nous permet de faire classe autrement, de nous laisser surprendre aussi. Si je veux enquêter sur l'écologie, pourquoi au bout de 4 heures, je dois noter les élèves ? Quel sens ça a ? Alors en plus, comble de l'absurde, parfois il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours parce qu'il y a eu grève justement, ou parce qu'il y a eu des profs absents, ou parce que les élèves ont été absents, ou parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu une espèce de formation en ligne, plus ou moins efficace. Il y a quand même, à l'arrivée, la machine qui continue à tourner. Bac, concours, CAPES, agrég, passage de classe, bulletin, etc.
Voilà, et je vais vous dire, en plus je suis militant syndical, je veux dire, quand je dis ça, les réunions syndicales d'enseignants, ça passe pas très bien. Je comprends que ça passe mal. Ça passe mal parce que ça fait mal. Ça fait mal de savoir ça. Qu'une grande partie de notre travail consiste à faire ça. Donc l'école du commun, c'est une école qui dépollue le savoir pour libérer les enseignants, qui dépollue le savoir de ça. Ou alors qu'on le fasse mais de manière beaucoup plus soft à l'arrivée, et puis qu'on dise aux gens, vous voulez des informaticiens, publiez des postes, testez-les, mettez-les en situation professionnelle, faites des entretiens, et vous recrutez, c'est le milieu du travail. Pourquoi c'est nous qui devrions faire ça? On va dire, machin, il est informaticien. Ah oui, vous avez le diplôme? Non, mais vous pouvez pas, on ne peut pas vous embaucher. C'est dommage parce que vous avez l'air bon. Vous n'étiez pas scolaire, mais vous n'étiez pas scolaire, on ne peut pas tout avoir dans la vie non plus. Bon, voilà, je ne voudrais pas terminer sur cette histoire-là quand même un peu dérangeante. Alors on ne conclut pas, je n'ai pas conclu mon bouquin, je l'ai dit d'ailleurs, avec une métaphore rugbystique. Vous regarderez ça si vous avez l'occasion de lire le bouquin, peut-être que je vous ai découragé. J'aime bien cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit « Le monde commun, ça, en fait, ça n'existe pas ». Quand il nous parle l'humanité, le monde commun, tout ça, déjà, alors elle lit dans un cadre féministe, évidemment, le monde commun, mais il y a les hommes et les femmes, hein, et puis tant qu'il y a la domination, le monde commun, non. Le monde commun, il est à construire. Le monde commun, il n'existe pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut le construire en définissant un Commonwealth. Commonwealth, on dirait que c'est François Hollande qui parle anglais. En définissant un Commonwealth, en disant que nous sommes à égalité, nous sommes des commoners, nous sommes des citoyens du monde, et puis en expliquant très bien que la loi, entre guillemets, la loi de l'humanité, ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est la coopération, et non pas l'ostracisation de l'autre, non pas les murs, les barrières, les ceci, les cela. Et pour ma part, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre patience. Bonjour, bonsoir plutôt. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je suis doctorante en 3e année en droit public et je travaille sur la liberté d'expression au fondement de l'État moderne. Donc c'est un petit peu connexe avec ce dont vous parlez parce que l'expression, c'est aussi qu'est-ce qu'on a le droit d'enseigner ou de ne pas enseigner. Et en fait, je voulais vous demander... Enfin, je suis vraiment d'accord avec quasiment tout ce que vous dites et ça me voilà, c'est déjà merci pour ça, ça me met du baume au cœur. Mais par rapport à la définition des connaissances comme commun, j'ai du mal à voir comment on peut vraiment articuler ça en pratique avec ce que vous dites sur l'absence de domination, parce que forcément, à partir du moment où on décide ce qui est ou n'est pas dans le domaine de la connaissance, eh bien, on exerce une domination. Et qu'il y a et certaines connaissances peuvent être considérées comme extrêmes par certains, mais est-ce que c'est une raison pour autant pour les exclure? Qu'est-ce qu'on fait des écoles religieuses? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces convictions qui sont pas forcément conciliables avec d'autres, mais tout autant légitimes en pratique? Et comment est-ce qu'on fait pour dire ça c'est pas coopératif par nature, donc ça marche pas? Comment on peut régler ça en pratique? Merci. Alors, je vais voir d'abord si j'ai bien compris la question, parce que bon, est-ce que la question porte sur le périmètre des connaissances communes? Oui, c'est ça. En fait, comment on fait pour définir ce que sont les connaissances sans faire un acte de puissance là-dedans? D'accord. Alors là, j'ai une proposition, je n'ai pas la réponse, j'ai une proposition de réponse. On ne le définit pas. On ne le définit pas. Ça me donne l'occasion d'aborder un sujet qui est parfois un peu brûlant. Si vous voulez vous foutre la pagaille dans le réveillon avec la famille, vous parlez de laïcité, encore que maintenant, on a déjà donné. Quand vous parlez de laïcité, on a qu'à parler du voile et ceci, cela. Bon. Alors dans l'école des communs, j'ai fait une distinction, j'ai fait pendant des années, et certains étudiants doivent s'en souvenir, mais l'institution a du mal à se mettre ça dans la tête. J'ai fait une distinction entre principe et valeur. Alors c'est un peu technique en termes philosophiques, mais pour les juristes, ça va parler beaucoup. La laïcité, ce n'est pas une valeur, par exemple. Ce n'est pas une valeur, la laïcité.
comme si c'est pas une valeur à laquelle on pourrait opposer d'autres valeurs. C'est pas une valeur, la laïcité. C'est un principe de vie commune qu'on propose aux individus et qu'on discute. Et à partir du moment où chacun peut comprendre que son option spirituelle, son option religieuse, on va dire d'abord, son option religieuse particulière est protégée par ce principe, commoners, nous sommes des commoners, donc peu importe ta religion, nous sommes des commoners, nous avons tous les mêmes droits, et la laïcité, c'est un des principes qui traduit ça dans le domaine de notre indépendance et de notre coexistence. Donc à partir du moment où on a compris ça, on cesse de présenter un antagonisme, voyez, entre les valeurs de la République et puis les valeurs de l'islam. Bon, on va dire l'islam, parce qu'évidemment, c'est souvent comme ça que c'est pensé. Mais ce n'est pas le même registre, quoi. Certains sont bêtes, ils ne savent pas. Certains ministres, ils ne savent pas, c'est vrai. Certains, ils sont plutôt cyniques. Ils savent très très bien que ce n'est pas la même chose, que la laïcité, ce n'est pas une valeur. Mais ils continuent à dire valeur parce que ça leur permet de faire le choc des civilisations. Alors, à partir du moment où on a posé ce cadre de laïcité, pour moi, on peut rompre un petit peu avec les frilosités classiques de l'école publique. Moi, je ne suis pas tout jeune, alors je vais te redonner la parole après. Je ne suis pas tout jeune, comme je vous l'ai dit au début. Donc moi, les religions à l'école, j'ai étudié les religions des Égyptiens, des Grecs. Le christianisme, c'était plutôt les croisades qu'on étudiait. Quand même un peu orienté, mais bon, c'était surtout les croisades. On était très fort sur les croisades. Et puis les autres, non. Moi, je pense que toute option religieuse, voire toute option spirituelle, a sa place dans les communs. Parce qu'on n'a pas de limite à fixer. On n'a pas de limite. C'est une bonne manière d'ailleurs de se saisir de la spiritualité. C'est pas ma tasse de thé, la spiritualité, mais je ne veux pas la laisser aux religions. La poésie, la musique, la manière de penser, la manière de se balader dans la forêt, de penser à nos morts, nos grands-parents, nos ceci, nos cela. Si ce n'est pas de la spiritualité, il n'y a pas de monopole de la spiritualité pour les religions. Et je pense que, par exemple, à un sujet qui est aussi chaud que ça, tout mérite d'être écouté, y compris les uns les autres qui, en ambiance dite mondialisée ou en ambiance d'immigration, arrivent avec leur ceci, cela. Il faut arrêter de leur dire, ce n'est pas une question pour l'école. Mais si, explique-nous pourquoi dans ta famille on fait la fête depuis 3 jours. On vit ensemble, on a besoin de savoir. Explique-nous si tu veux. Il n'y a pas de limite pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment tout à fait d'accord. C'est aussi la réponse à laquelle j'arrive. Et c'est pour ça que je m'embête au tout début de ma thèse à essayer de faire de la biologie alors que je ne suis pas biologiste, pour essayer de montrer que la coopération, c'est vraiment fondamental et même notre loi de fonctionnement. Mais je me sens seule dans cette voie à essayer de... Mais voilà, merci beaucoup. Bonsoir, super présentation, très bien tout ça, ça me fait plaisir. Moi, je viens du monde de développement durable depuis 25 ans, nouvelles positives, il y a plein de solutions. Et moi, je voulais que ça arrive dans les écoles. Et j'avais un magazine en ligne, statut UNESCO, pour 10 ans. J'ai rencontré plein d'experts et tout à coup, plein de jeunes héroïnes depuis 2008. Alors des jeunes aux États-Unis et au Canada, à l'âge de 8 à 18 ans, qui font des projets énormes qui améliorent des vies, des terrains, des lois, des industries. Soit une jeune, 25 000 € par mois pour des orphelinats en Inde, alors 3 millions en tout. D'autres ont fait l'eau, un droit de l'homme en 27 villes dans une année à l'âge de 13 ans. D'autres 500 000 livres pour bâtir des librairies dans des régions qui avaient un haut tas de suicides de jeunes et aucun livre et tout ça. Et donc ça s'appelle le Youth Leadership, de former les jeunes à faire des projets qui améliorent leur communauté. Et donc pas juste comme ici, comme on l'a vu avec le climat, une manif, à demander le gouvernement pour changer les règles pour mieux et payer quelqu'un pour protéger ma vie. Alors, les jeunes là-bas, ils disent « j'attends pas, je fais un projet et comme un sportif, comme un athlète, je fais 4 heures par jour, pas juste 1 heure le vendredi,
Mais chaque jour, je fais changer le monde, ces projets, mon sport. Et c'est ça qui fait le grand impact, comme des entrepreneurs sociaux. Et moi, j'aime bien ça. Ça développe beaucoup de compétences. Ils font ça de l'âge à 10 ans, 12 ans, 15 ans, aussi en contexte de l'école, comme association ou atelier. Et ça développe plein de compétences. Tu rencontres les bons maires, les bons journalistes, les professionnels et tout ça. À l'âge de 18 ans, ce sont des super citoyens actifs. Et après aussi, quand ils vont pour les concours politiques, ils ont des résultats historiques parce que tout le monde sait qu'ils sont compétents et honorables. Donc maintenant, avec plein de contacts dans le monde, je veux qu'on développe, disons, vivre, changer le monde. Faisons des projets comme un sport ici en Europe. Tu vois, alors on met en place une fédération, tu imagines un MapMonde où il y a 200 projets modèles, comme dans le sport musique. D'abord, on joue les classiques, Yesterday, The Beatles et tout ça, avant de lancer ses propres initiatives pour changer foi. Quoi, tu vois. Donc, on leur donne 200 différents projets modèles, des intervenants peuvent rencontrer ces jeunes héroïnes en vidéo, des partenaires en Afrique, en Inde, des trucs classiques développement, et des formations et tout ça. Et aussi des lieux d'apprentissage, artisanat, pour développer l'amour pour le territoire, la nature et tout ça. Et on utilise un modèle pour que ça soit aligné avec leur, disons, concours pédagogique ou professionnel, que 5 phases, recherche, engagement de partenaires, ajouter de la valeur, réflexion, levier, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors cette documentation pour recevoir un badge, un micro-certificat qui, les profs aiment bien, ça complémente le diplôme qui a juste des notes. Et alors les badges, ça n'a pas de notes, mais ça montre, on a fait une course de sponsor, on a nettoyé la rivière, on a fait un paysage comestible et tout ça. Alors, qui est-ce que je vais inviter, hein? Celui qui m'envoie un diplôme ou celui qui a aussi ses 10 badges. Alors, toute cette passion, engagement et tout ça. Donc, on est en train de mettre ça en place en Europe. Maintenant, en France, c'était un défi de dire, oulala, avec ce système qui ne te donne pas de temps jusqu'à 5 heures du soir, hein, donc il n'y a pas le temps pour les assos et tout ça, comme dans les autres pays européens. Mais les profs, les directeurs, ils disent, ils ont un burn-out, les jeunes, déjà en collège, donc les assos, ils ne vont pas le faire, mais on va le faire comme atelier. Ouais, alors toute l'année, accompagné par un prof. Et les badges, ouais, on trouve ça super. Donc moi, je dis toujours, le système, ok, mais tu as les 3 bons profs à chaque école, tu vois, qui voudraient avoir ça. Alors là, on dit ce sont des cours entrepreneuriat social, par exemple. Tu vois. Et ils sont modèles de rôle, ils engagent, ils touchent quand même avec leur stand des centaines d'autres élèves pendant les années. Donc, je suis venu aujourd'hui parce que je me suis dit, peut-être, il y a des synchronicités. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois, mais de ta perspective, si tu entends ça, comment est-ce qu'on pourrait, où est-ce que ça touche l'esprit du Commons et où est-ce qu'on pourrait peut-être soit ajouter des dimensions, où est-ce que tu vois des points un peu, je ne sais pas comment dire, aveugles, tu vois, ou d'autres. Je suis allemand, donc mon vocabulaire est limité. Merci. Bon. Merci beaucoup. Danke. Bon, alors, ce que je n'ai pas dit, et qui est une réponse très imparfaite et très incomplète à ce que tu as dit. Hein. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le modèle des communs, c'est un modèle dont l'unité de base, c'est le territoire. Le territoire, alors, ça peut être un territoire virtuel, évidemment, mais beaucoup un territoire physique. C'est en ce sens, d'ailleurs, que ça rejoint beaucoup de préoccupations politiques, écologiques et économiques, en disant qu'il faut, par exemple, réencastrer l'économie. Reproduire localement, faire des circuits courts, recycler les choses, faire des Fab Labs en zone rurale, etc. etc. Donc l'unité de base, c'est le territoire. Ça n'est pas les choses décrochées et complètement isolées. Il y a un couple de pédagogues, parce qu'on oublie toujours qu'ils étaient deux, que j'aime beaucoup, dont je m'inspire beaucoup, c'est Élise et Célestin Freinet. Élise et Célestin Freinet,
vraiment, il y a tellement de choses intéressantes. Ils étaient tellement en avance sur leur temps par rapport à tout ce qu'ils ont fait et écrit qu'on ne peut être qu'admiratif, mais ils ont été poussés dans un coin. Notamment poussés dans une initiative privée, dans un petit lieu privilégié, une colline au-dessus de Saint-Paul-de-Vence, etc. Et très souvent, c'est un petit peu ce que tu décris, et c'est peut-être le sens de la question, si j'ai bien compris. Très souvent, en fait, si on veut faire des choses extrêmement intéressantes, on les fait, mais elles sont rares. Elles sont un peu poussées dans la marge, où elles correspondent à des situations un peu exceptionnelles. Des publics choisis, des financements choisis, des programmes ponctuels. Il y a de l'argent qui peut couler les chers UNESCO, par exemple, pour faire telle et telle chose. Il y a des endroits où se passent des choses formidables. En Afrique, il y a des initiatives éducatives formidables de ce point de vue-là. Là où ce que j'ai proposé demeure utopique, c'est que ces initiatives, elles restent justement ponctuelles, parce que pour que ce modèle progresse davantage, il nécessite des conditions socio-historiques qui ne sont pas remplies. Moi, je suis très modeste comme vous, je suis un modeste militaire associatif, syndical, et puis je fais une science un peu militante quand même, surtout maintenant que je suis un peu en fin de carrière. On essaie de faire avancer certaines choses. Moi, j'essaie de faire avancer la cause de l'école démocratique. J'apporte une petite pièce comme ça dans le truc. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est uniquement parce que peut-être que je me dis ça a quelque intérêt ce que je dis, et peut-être ça nous permet de penser à une meilleure chose au niveau de l'éducation. Mais malheureusement, pour l'instant, les initiatives ne sont pas fédérées. C'est ça que peut-être le sens de ce que j'ai compris. Les initiatives ne sont pas fédérées. On n'a pas de modèle suffisamment mondial ou altermondialiste, on va dire, pour fédérer ces différentes initiatives. Il n'y a pas de lien, par exemple, entre l'école des paysans sans terre, très intéressante avec le concept d'éducation de terrain, tout ça, et l'école zapatiste. Il n'y a pas de lien entre eux. Il n'y a pas de lien entre ça et les militants aujourd'hui des alternatives scolaires, d'écoles des communs, etc. Il y en a dans la Drôme, il y en a vers Lyon. Il y a des gens qui travaillent, mais il n'y a pas de fédération de ça. Il faut un peu s'en réjouir peut-être aussi, parce que la dernière fois que quelqu'un a ramassé la mise comme ça des mouvements sociaux, il leur a dit qu'il n'y a qu'une seule façon de penser, ça a donné après le stalinisme un petit peu quand même. Donc une manière de niveler les choses aussi et de les dénaturer de manière importante. Voilà, je n'ai pas de réponse plus engageante que ça, si ce n'est que chacun doit faire son boulot, quoi, on veut dire. Chacun doit apporter sa petite plume, quoi, hein, son petit truc, et puis voilà. Au moins, ça nous permet de vivre dignement. Je ne surveille pas l'heure, moi, pour la fin du truc. Merci pour tout. Merci. Je rassemble un peu mes esprits parce que je viens de décider de poser une question. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire un peu des choses un peu plus... Comment on pourrait imaginer ça de manière un petit peu plus concrète, l'école des communs, même si j'ai bien compris que l'idée c'est que ce soit très ouvert et qu'on n'ait pas un modèle particulier. Mais bon, pour ce qui est d'abandonner la compétition, donc tout le système de notation, ça, moi je trouve ça super, je m'y retrouve complètement. Moi d'ailleurs je suis prof et je court-circuite un peu la notation en mettant des bonnes notes à tout le monde. Je ne dis pas trop fort. Mais bon, je suis prof de musique, alors voilà. C'est pas non plus hyper déterminant pour les collégiens auxquels j'enseigne. Nous sommes tous des bons musiciens. Voilà. Mais du coup, est-ce que par exemple, au niveau du contenu du Commonwealth, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose dont je rêve un petit peu, ce serait abandonner les matières cloisonnées comme ça et complètement revisiter la manière de présenter les savoirs en ayant un but derrière qui peut être justement dans le but de faire évoluer la société? Oui, alors il y a beaucoup de choses là, oui, qu'on pourrait dire, et c'est vrai que résumer un bouquin en 3/4 d'heure, en perdant 10 minutes au début pour dire des bêtises sur les méritants, en plus, bon.
Alors, l'école des communs, c'est vrai que je ne sais pas ce qu'elle est. Je peux juste savoir que ce n'est pas une école privative, on a vu. Ce n'est pas une école d'État. Alors, l'État, c'est un point obscur c'est un point aveugle un peu de cette réflexion. C'est une école publique, mais c'est une école socialisée. Quand on dit qu'il faudrait démocratiser les services publics, par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut les socialiser. Il faut les socialiser. C'est l'école de la population. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors, moi, j'étais en institut de village, c'était plus évident dans les villages en zone rurale. C'est notre école. Et quand on fait une fête de l'école, un petit spectacle de théâtre avec les enfants, des poèmes, des trucs comme ça, le village est là, parce que c'est son école. C'est cet esprit-là qui me paraît être l'esprit de l'école des communs. Premier élément. Deuxième élément, sur tout ce qui est programme, ceci, cela, et j'en donnerai un troisième pour ne pas être trop long. Deuxième élément, la fonction épistémique de l'école fait qu'elle a pour fonction d'accompagner cette expérience complètement humaine qu'est l'expérience de l'intelligence. Alors aujourd'hui, on est évidemment à l'âge de l'intelligence artificielle, c'est un autre gros machin dont on parle. Moi, pour l'instant, je m'intéresse à l'intelligence naturelle. Cette intelligence, elle fonctionne. C'est John Dewey qui étudie ça beaucoup. Hein. Il vient justement de la psychologie, voire de la biologie aussi. Elle fonctionne beaucoup avec l'expérience, l'action, la mise en mots, la coopération, l'interaction. Et c'est ça qui doit être au cœur de l'école, parce que ce n'est pas ailleurs qu'on va faire ça de manière aussi systématique et accompagnée. Et l'autre élément important, c'est que cette intelligence, quand elle prend une dimension collective, elle devient une intelligence d'enquête sociale. Comment est-ce qu'on apprend? Alors là, ce que je suis en train de faire depuis le début, je ne vous l'ai pas dit, parce qu'on est entre adultes et tout, mais c'est ce qu'on appelle la méthode transmissive. C'est la chaire, la méthode pastorale, si vous voulez, quoi. Je dis, vous écoutez, vous avez droit à quelques questions. Après, c'est déjà pas si mal. Et je vais vous noter, ça je ne vous l'ai pas encore dit. Il y aura une note d'oral après, et de comportement. Bon, cette méthode, ce n'est pas la meilleure méthode pour construire l'intelligence. On s'adapte, hein. Vous êtes intelligent, je parle, vous comprenez, vous écoutez un peu, vous n'écoutez plus, voilà. Et vous vous appropriez les choses, vous faites un travail intellectuel. Et vous allez peut-être y repenser un petit peu, ou pas du tout. En tout cas, vous vous adaptez. L'intelligence, c'est de l'adaptation. Et vous intégrez certaines choses. Ça peut être fait de manière plus systématique. Et moi, ce que j'ai placé, mais c'est mon choix, qui est un choix deweyien, emprunté à John Dewey, au cœur de l'école des communs, pour sa fonction épistémique, j'ai placé le modèle de l'enquête. L'enquête, ça part d'un problème. L'humanité a un certain nombre de problèmes à résoudre. Je vous donne un exemple de chez moi il y a 2 ans, oui, ça va faire 2 ans là. Je fais un potager, on fait un potager, enfin je dis je parce que on fait un potager. On réglera ça à la maison, le partage des tâches. Il y a 2 ans, début juillet, alors que tout avait très bien démarré, vous connaissez ça si vous avez fait un potager. Plus de fruits, plus de légumes, plus de fructification. Il y a des fleurs, courgettes, tomates, plus de fruits. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'insectes. Il n'y a pas d'insectes, alors c'est l'année où on a eu plein de feux chez nous, pas d'eau, et puis peut-être par-ci par-là aussi des traitements pas terribles pour les sols et autres. Et peut-être les frelons asiatiques et tout, en tout cas s'il n'y a pas d'abeilles, s'il n'y a pas de papillons, s'il n'y a pas de mouches, etc., il n'y a pas de courgettes. Voilà. Alors là, on a une base formidable d'enquête pour les enfants. Je donne l'exemple du potager pédagogique parce que c'est un exemple très facile, l'exemple du potager pédagogique, qui peut être relié à une régie municipale de l'eau. Parce que le modèle des communs, c'est un modèle, de l'eau, de l'alimentation. Ce modèle des communs, c'est un modèle, pour le coup, transversal, au niveau disciplinaire, mais aussi au niveau des activités sociales. Hein. L'école apporte sa contribution à quelque chose qui s'appelle la régie municipale de l'alimentation. Je vous conseille, je ne sais pas si c'est un bon conseil, de lire Erwan Ruti, R-U-T-Y,
dont le bouquin s'intitule « L'écologie peut-elle être populaire ?» Alors, au début, la réponse est non. L'écologie ne peut pas être populaire tant qu'elle n'est pas présentée sur ces bases-là, comme une enquête et l'émission de certaines réponses à des problèmes qui sont qui sont des problèmes de territoire. Et quand on pose ce problème-là, on va dépasser le territoire d'ailleurs. C'est un peu comme les apatistes qui, à partir du moment où ils commencent à avoir faim alors qu'ils bossent du matin au soir, vont comprendre que ce qui se passe à la bourse de New York est important pour eux. Et il faut qu'ils comprennent ce qui se passe là pour pouvoir le critiquer et puis essayer de collaborer avec d'autres pour l'abattre. Voilà, donc ce modèle de l'enquête sociale, moi j'y tiens beaucoup. Il permet d'ailleurs de faire éclater la séparation entre l'école et son environnement. L'école, ça peut être le lieu. Alors l'école, même au sens large du terme, vous voyez, ça prend collège, lycée, etc. Ça peut être le lieu par lequel la population obtient des informations autres que celles de Pascal Praud. Exemple facile. Des pages web du site de la commune ou du journal municipal, des éléments qui sont intéressants. La chasse, chez nous, qui est une question un peu compliquée, c'est une question scolaire, du coup. C'est une question, il faut savoir ça, il faut savoir ce que c'est. Pourquoi on est obligé de prendre les fleurs mâles, de les secouer au-dessus des fleurs femelles si on veut bouffer les courgettes quelque temps après? C'est un problème, voilà. Voilà la deuxième chose, pardon si je suis un peu long. Il y a un troisième truc que j'aime bien aussi, c'est en termes pédagogiques, c'est qu'il faut modifier aussi notre posture d'enseignant. Ça, c'est pas facile. J'ai été formateur, c'est très difficile. Et en plus, là, vous allez rire quand je vais vous dire ce qu'il faudrait faire. Nous sommes construits dans le face-à-face. Le face-à-face, c'est un face-à-face avec l'élève. D'autres modèles existent. Alors là, je suis allé beaucoup puiser du côté de l'Extrême-Orient, de l'Inde ou autre. Le modèle type dans l'enseignement traditionnel, c'est le modèle du côte-à-côte. Pas le modèle du face-à-face. Le modèle du côte-à-côte, qui était aussi un modèle très répandu dans les écoles de philosophie en Grèce avant. On étudie ensemble, j'accompagne, mais je mets pas. C'est pas moi qui mets les notes, c'est pas moi qui décide de tout. Et c'est pas moi qui vais faire, surtout. C'est pas moi qui vais faire à ta place. Voilà, donc c'est une transformation pédagogique relativement importante. L'école française, en tout cas, c'est une institution. Elle s'impose aux individus. Je pourrais vous le dire, pour en avoir longuement discuté avec plein d'anciens étudiants. Ils sont en cours, on parle de ça, on expérimente et tout. Ils sont d'accord à 100% avec moi. Je vais les voir en classe. Ils font le contraire. Ils font le contraire. C'est la mémoire de l'institution, ça. On va en classe, ils commencent par dire aux élèves, n'essaye pas, écoute, je vais te dire ce que tu dois faire. Voilà, on n'est pas dans le côte-à-côte, on est dans le face-à-face. Bon, j'arrête parce que je ne sais pas si j'ai répondu d'ailleurs. Bon. Encore deux questions, une ici, une là-bas, et puis on passera à table. J'y vais, c'est ça? C'est moi? Non? Bon. Moi, j'ai une question concernant la mise en pratique aussi, parce que forcément, je partage ces constats. Je me questionne beaucoup sur l'école de base pour changer la société, mais aussi depuis que j'ai des enfants à l'école. Et je trouve qu'on fait beaucoup porter les choses aux enseignants. Il faut être très motivé, donner beaucoup d'énergie pour pouvoir changer ces systèmes-là. Et en plus, même celles qui sont motivées aujourd'hui, elles sont surveillées. C'est-à-dire que maintenant, il y a comment on appelle ça, des enquêtes, tout ce genre de choses. Enfin, là, il va y avoir, par exemple, nous, dans notre école, comment on appelle ça, un questionnaire, je ne sais pas quoi, ils vont analyser l'école pour noter une évaluation, hein, tout simplement. Voilà. Et en fait, les écoles sont aussi mises en concurrence, etc. Moi, je suis plutôt pour les écoles alternatives, alors qui sont bien sûr critiquables, que ce soit les Freinet, Montessori, et aussi beaucoup les écoles de la nature, parce que je pense que ça participe aussi à la diversité d'éducation qui crée la diversité sociétale, et aussi parce que c'est une manière de montrer qu'on peut faire autrement. Et à l'heure actuelle, je trouve que je vois que ça comme alternative pour
pour donner l'exemple et peut-être amener à changer le système actuel. Parce que sinon, je trouve que c'est hyper bloquant. Même en tant que parent, on essaye de créer des échanges. Enfin, vous parliez tout à l'heure des fêtes à l'école, des carnavals, ça n'existe plus. Il y a très peu d'échanges avec les parents. Quand on pose des questions, simplement, on nous dit que l'école ne concerne pas les parents. Des choses comme ça. Et en fait, moi, je suis assez inquiète parce que, bien sûr, on a ce côté... Enfin, moi, je pense que l'important, c'est de se poser des questions et de se dire pourquoi on fait les choses. J'amène mes enfants à se poser des questions, à être critiques, etc. Sauf que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'on doit aussi rattraper ce qui se fait à l'école parce qu'ils sont en permanence dans cette confrontation les uns avec les autres, avec des étiquettes, des choses comme ça. Enfin, c'est toujours pareil, ça dépend des enseignants. Il y en a qui font ça hyper bien, mais voilà, en fonction des niveaux. Et voilà. Et du coup, je me demande, par exemple, ce genre de présentation que vous faites, est-ce que vous les présentez dans les établissements, dans les directeurs d'établissements, ou peut-être même au gouvernement, bon, bien sûr sans critiquer Hollande et Trump, mais enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail important à faire de diffusion, en fait, de questionnement, de remettre en question ce système. Oui. Alors, bon, là, il faut aller vite, je sais. Donc, je suis tellement navré de la pauvreté du débat sur l'éducation en France. Débat médiatique et politique, hein, et de sa grande disproportion avec la qualité de la recherche. Je ne dis pas ça pour moi, hein, je dis ça la qualité de la recherche en général. Mais on peut prendre tous les sujets, on trouvera toujours la même chose. On trouvera toujours d'un côté des chercheurs de toutes les disciplines qui sont extrêmement pointus. Alors, en sociologie des banlieues, je veux dire, on a vraiment la crème de la crème en France. Jamais ils ne sont écoutés, jamais ils ne sont montrés à la télévision, à de rares exceptions près dans quelques émissions. Le débat est, je ne vais pas faire une déclaration qui serait complotiste, mais parce que c'est structurel, quoi. Le débat médiatique et politique est organisé pour que ces questions-là ne soient pas posées. Voilà, premier élément de réponse. Et deuxième élément, la coupure entre les parents et les enseignants, entre les parents et l'école, c'est une coupure historique. Il faut que j'aille vite là, mais qui est imposée justement pour casser la solidarité sociale et politique, quelque part, entre les enseignants et les populations. Ce qu'on oublie de dire trop souvent, c'est que le grand siècle pédagogique en France, c'est le 19e siècle. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Le 19e siècle, c'est le grand siècle pédagogique en France, avec la première laïcisation de l'école, 2 avril 1871, Commune de Paris. Éducation intégrale, école-atelier, formation professionnelle pour les filles, première égalité salariale, institutrice, instituteur. Première égalité salariale dans l'histoire en France, Commune de Paris. Comment était gérée l'école? Elle était gérée de manière démocratique, pour le meilleur et pour le pire, avec des défauts dont je vais parler, hein, mais il y a tout un tas de documents sur lesquels on a bossé, bon, j'ai fait des bouquins là-dessus aussi, sur lesquels on a travaillé, où le soir dans les écoles, il y avait des réunions ouvertes à la population pour parler des méthodes, pour parler des programmes, pour parler de ceci, cela. Ça ne veut pas dire que les gens, vous imaginez vos parents qui n'y connaissaient rien, de vous dire « oh là là, si ces gens-là, je devais me réunir avec eux ». Et oui, mais au début, forcément, c'est une culture qui est à construire. Et c'est une solidarité qui est à construire. C'est mieux, le résultat à terme est sans doute meilleur que quand on oppose les gens et quand on dit aux enseignants que les parents, c'est des emmerdeurs par principe. Parce que c'est vrai, c'est souvent une nuisance professionnelle, mais parce qu'eux-mêmes subissent la même pression que les enseignants, c'est la pression du résultat, la pression de la réussite sociale, il faut s'en sortir, il faut nager plus vite que les autres, etc. On les a transformés en clients, consumérisme scolaire, etc. Et les enseignants, on les a transformés en opérateurs. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, et je te remercie d'être revenu là-dessus d'ailleurs, parce que la question de la notation, les premières victimes, c'est quand même les enseignants, dont toute la carrière est surveillée. Alors vous pouvez vous en moquer au bout d'un moment, hein, vous avancerez à l'ancienneté, comme vous le savez, ou pire,
si vous faites le vilain. J'ai écrit ça dans le bouquin, c'est qu'une des résistances à la notation consiste à mettre la bonne note à tout le monde. Ça veut dire que notre discipline n'est pas importante, n'est pas jugée importante, évidemment. Et on est un mauvais prof. Si j'avais mis des certes de philo, si je mets 18 à tout le monde pour emmerder le système, parce que j'étais batteur punk avant, bon bref, si je fais ça, l'inspecteur va me dire, monsieur Perron, votre boulot, c'est pas ça. Votre boulot, c'est... Ben oui, mais non, justement. Voilà, alors, l'école, je reviens à mon raisonnement, l'école française, l'école de l'État, elle s'est construite contre cette école populaire qui a été construite, qui a été reprise par les bourses du travail. Je travaille là-dessus en ce moment, on prépare un ouvrage avec un collègue. Les bourses du travail, les premières bourses du travail, qui adhèrent à la jeune CGT avant 1914, votent des résolutions pour créer une troisième école, en disant on ne veut pas de l'école des curés, parce que cette école nous enseigne à souffrir. On ne veut pas de l'école de l'État, parce que cette école nous enseigne à mourir pour la patrie. Pourquoi est-ce que nous sommes assez bêtes? C'est écrit comme ça dans les discours des bourses. Pour laisser nos ennemis éduquer nos enfants. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Nous disons qu'il faut nous emparer de la production, des banques, du commerce, etc., prendre les mairies, etc., prendre le pouvoir, et nous laissons l'éducation entre les mains de nos ennemis. Donc il faut une troisième école. Alors c'est contre ça aussi que s'est construite l'école de la République. Et une des bases des problèmes avec les parents, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on les écoute, parce qu'ils sont porteurs de diversité, ils arrivent avec leur boubou, là, leur foulard, ils parlent leur dialecte. Oui, mais c'est la France. Hein, ce sont des parents, ils aiment leurs enfants, ils ont droit à l'éducation, ils peuvent apporter quelque chose, ils peuvent raconter des choses, ils peuvent cuisiner des choses pour l'école, ils peuvent faire des récits intéressants, ils peuvent présenter une langue intéressante. Et pour revenir tout à l'heure, pour être encore plus choquant, je dirais, ils peuvent vous expliquer ce qu'est leur culture et peut-être même leur religion. C'est tellement anodin. Voilà, je m'emballe là, hein, mais bon. Pardon si je suis un peu long. Bonsoir, merci pour tout. Moi, en fait, quand on a parlé de concrètement comment mettre les choses en pratique, ça m'a fait repenser. Alors, vous me dites si j'écorche son nom. Est-ce que c'était Cécile Alvarez? Pardon, j'ai pas compris. Cécile Alvarez. Oui. Céline ou Cécile? Céline Alvarez. Céline Alvarez, la Montessorienne. Et j'avais lu, mais elle avait créé un dispositif dans l'éducation nationale. Donc moi, j'avais lu le livre, je crois que c'était Les lois naturelles de l'enfant, enfin, qui résumait beaucoup son expérience et tout ça. Et justement, j'ai l'impression qu'elle avait mis la coopération entre les enfants vraiment au centre, tout en utilisant des méthodes qui étaient déjà connues, mais au sein de l'éducation nationale. Et je crois qu'il lui avait donné une sorte de carte blanche qui n'a pas été renouvelée. Enfin, peut-être... En tout cas, je voulais vous demander, à l'aune de ce que vous avez détaillé, cette initiative-là, par exemple, est-ce que vous auriez des commentaires en relation avec l'école des communs, ces principes que vous avez décrits et cette expérimentation qu'elle a menée? Alors, je connais moins bien le dossier Céline Alvarez et les Montessoriens en général que ma collègue Bérangère Colli. Peut-être... Il faut chercher sur Internet parce qu'elle a des podcasts là-dessus. Bérangère Colli, K-O-2-L-Y. Elle a beaucoup bossé sur l'initiative de Céline Alvarez. Bon, je peux pas trop... C'est difficile de m'exprimer là-dessus. Je vais y revenir quand même. Je vais passer de manière un peu biaisée à raconter une histoire. Les émérites, ça raconte des histoires. C'est bien connu. Donc ce sera un peu la fin, vous allez avoir droit à une histoire. Bon, donc j'étais institut de village, 2 classes, 3 niveaux chacun, grande section CP, CE1, et ma collègue avait les grands, CE2, CM1, CM2. On avait classe le samedi matin à l'époque. On était des militants pédagogiques, on était membres de l'OCCE, Office central de la coopération à l'école, on bossait un peu là-dessus. Et pour ceux qui connaissent, on était membre aussi du groupe départemental de l'école émancipée, qui est une tendance pédagogique et syndicale la plus ancienne de milieu enseignant. Passons là-dessus. Donc on avait 2-3 idées pour changer l'école. Mais à l'époque, on ne voulait pas changer d'école.
Je suis passé maintenant à changer d'école, ou plutôt à faire que le meilleur de l'école de la République soit dans l'école des communs, mais sans le mauvais, sans la notation et tout ça. Donc à l'époque, on voulait changer l'école. Alors, on a monté un projet, ça nous a pris du temps, et surtout, la plus grande énergie, on l'a dépensée pour convaincre l'inspectrice de nous laisser faire. Donc le samedi matin, on cassait la forme scolaire, pour le dire comme ça. Alors, vous êtes assis, ça tombe bien. Les enfants se répartissaient librement en 6-7 ateliers, ça dépendait. 2 enseignants, 6-7 ateliers. Qui faisait fonction d'accompagnateur? Des parents volontaires. Et les ateliers étaient définis en fonction des apports possibles des parents. C'est pour ça que tout à l'heure, je prenais l'exemple de la cuisine, parce que c'est une école où il y avait, on avait un tiers enfants portugais, un tiers enfants marocains. Et c'est l'industrie du bois, ça, hein, qui veut ça, dans les Landes. Et on avait une activité cuisine, pâtisserie marocaine, etc. Qu'est-ce qu'on s'est mis? Bon, on avait compte, modélisme, avec un parent d'élève qui était féru de modélisme, qui fabriquait des maquettes d'avions à les enfants, des planeurs, tout ça. L'hiver, une année où on a eu de la neige, on a fabriqué un igloo. On a fait du théâtre, on a fait initiation à l'informatique à l'époque. Bon, expérience extrêmement positive. Mais vraiment, c'est l'année, je pense, enfin, vous voyez, c'est par hasard si je raconte ça, c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs de plus de 40 années d'enseignement. À la fin de l'année, l'inspectrice a dit on arrête. On arrête parce que les évaluations nationales, parce que ceci, parce que cela, parce que vous êtes des élèves immigrés, la maîtrise des savoirs fondamentaux, vous perdez du temps là le matin. C'est bien ce que vous faites le samedi matin, d'un point de vue éducatif, je ne vous en veux pas, c'est bien l'école, tout ça, vous avez fait venir les parents immigrés dans l'école, c'est super, tout ça, parce qu'on est tous antiracistes, bien sûr, mais bon, mais quand même. Et du coup, on a perdu l'autorisation ensuite. La leçon que j'en retire aussi, c'est que tout ce que je vous ai dit là ne sert à rien. Tant que l'école, la question de l'école, la question de la pédagogie n'est pas portée par un mouvement social. Je ne vous l'apprends pas, mais on l'oublie trop souvent quand on se débat tout seul dans son coin. Là. On essaye de faire du mieux possible, c'est ce qu'on dit, nous, en réunion associative. On fait ce qu'on peut pour nos salariés, là, en insertion, on fait ce qu'on peut. On voudrait mieux pour elles. On voudrait des emplois bien payés, à proximité. On voudrait une meilleure reconnaissance. On voudrait qu'on puisse consommer local. On voudrait une régie départementale de transport populaire, etc. On voudrait tout ça. On ne peut pas l'avoir sans mouvement social important. Pour finir sur une touche optimiste, je sais que ce qu'on est en train de vivre n'est pas terrible au niveau géopolitique. Il tire trop sur la corde. Il tire trop sur la corde, ça peut nous ramener vers autre chose, quoi. Ça peut nous ramener vers l'idée que la démocratie, la vraie, quand même, c'est mieux que leurs histoires à eux. Et que le savoir, je ne voudrais pas vous quitter sans dire ça, le savoir, c'est quand même mieux que ce que la politique de Trump est en train d'en faire aux États-Unis, c'est-à-dire quelque chose de maléfique pour lui. Que réfléchir aux inégalités de genre et aux inégalités raciales aux États-Unis, c'est un devoir citoyen, quoi. Comment peut-il dire que ça, c'est un crime contre l'Amérique? Voilà, bon, écoutez, je vous ai assez embêté avec mes trucs et je vous remercie. Merci beaucoup.